Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle HVP. Bienvenue dans les années 800, un château en France datant des années 800 et l'histoire de Antise. Ce château représente plus de 1200 ans d'histoire, d'architecture et de légende. Le château de Beauce a été construit aux alentours de l'an 808 par Charlemagne. Pour son fils, forteresse féodale, sa position stratégique au sommet d'un pic rocheux de 45 mètres de haut marquait les frontières du royaume d'Aquitaine avec celles des trois provinces d'Auvergne, du Berry et du Bourbonnais. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle HVP. Aujourd'hui, pour cette nouvelle HVP, histoire vraie, paranormale, on va parler de ce magnifique château et sa légende. Il a été agrandi au XIe siècle et devenu au XIIIe siècle à la fois une partie du domaine royal et la possession de la maison de Bourbon. Il dispose de plus de 100 pièces, 5 tours et 10 000 mètres carrés de toit. Un attrait distinctif du château de Beauce est qu'il construit d'un livre ouvert sur l'histoire de l'architecture concernant ce type de monument de l'époque médiévale jusqu'au XIXe siècle. Au XIVe siècle, la seigneurie de Beauce fut érigée en baronnie par Louis II de Bourbon en faveur de Robert le Dauphin, chevalier, seigneur de Roanne et de Beauce. Après la mort du connétable Charles III de Bourbon en 1527, le château relève directement de la cour. La Dame Blanche, l'histoire de Lucie. L'histoire de Lucie remonte à la fin du XVIe siècle. En 1559, Guy de Daillon, seigneur et baron de Beauce, chevalier des ordres du roi, épouse Jacqueline de la Fayette, dame de Pont, Gibaud. À peine quelques mois plus tard, une jeune fille de 18 ans, prénommée Lucie, se présente au château. Lucie, issue d'une famille noble, mais totalement arrangée, est fort belle, et elle le sait. C'est le seigneur des lieux, Guy de Daillon, qui l'accueille, et il est apparemment pas irrésistible à la beauté et au charme, et surtout à l'innocence, et à la grâce de la demoiselle, puisqu'il l'embauche immédiatement comme servante. Il semble que le châtelain ait même succombé à ses charmes physiques. L'histoire raconte qu'un retour de la chasse, il offrait ses plus beaux trophées à Lucie qui était devenue sa maîtresse. Évidemment, l'épouse légitime et délaissée se rendit compte de ce qu'il se passait, et bien qu'il s'agissait d'un affront à son âge, à sa beauté, que de mettre ainsi en évidence la jeunesse d'une fille jolie, peut-être mais pauvre. Elle ne pouvait en cette époque agir contre son seigneur directement. Elle prit donc son mal en patience et jalouse, jura de se venger dès que l'occasion se présenterait. Et elle savait que tôt ou tard, elle se présenterait, car en ces temps-là, et pour justifier leurs privilèges, les seigneurs chevaliers et autres nobles passaient une grande partie de leur existence à revêtir leur armure et à guerroyer à tout venant pour le compte de leur roi ou pour leur propre compte. Durant ces longues absences, c'était l'épouse légitime qui prenait le commandement et donc la responsabilité de la maison, c'est-à-dire du château. Souvent, ces femmes, douces et soumises, étaient transformées par leur nouvelle responsabilité, devenant des vraies mégères, tyranniques pour tout ce qui était à leur service. Cela ne loupa pas, car quelques mois plus tard, à peine, Guy de Daillon dut revêtir son armure.
enfourcher son destrier et partir en guerre. L'épouse devint le maître pour un temps assez long. La troupe de son mari venait à peine de disparaître au détour de la forêt, que sa jalousie put enfin s'exprimer au grand jour. Au désespoir de la pauvre Lucie, elle n'hésita pas, car en ces temps, les barons de Vos comme leurs congénères avaient droit de basse, moyenne et haute justice sur leur peuple. La condamnation pouvait aller de quelques coups de bâton à la mort, sans formalité et en toute impunité. De plus, tout était prévu au château de Vos. La prison était installée dans la tour, dite mal coiffée, au saillant sud-est de la forteresse. Elle donne dans la cour d'honneur à l'arrière du corps du logis d'habitation du châtelain. La prison en elle-même comprenait 3 geôles superposées. Dans la partie haute, on enfermait les prisonniers condamnés à des peines légères et que l'on faisait travailler dur. Au rez-de-chaussée, on enfermait les condamnés devant subir plusieurs années d'emprisonnement. Dans le sous-sol, on trouvait une 3e prison, et celle-ci, on n'avait pratiquement aucune chance d'en sortir un jour. Les condamnés étaient descendus dans ce cul de basse fosse humide par une corde. La nourriture leur parvenait de la même façon, de façon très limitée. La pauvre Lucie fut enfermée sur ordre de la baronne dans la geôle du 1er étage, qu'elle avait fait totalement vider préalablement de ses prisonniers. Elle était isolée, car selon le bon vouloir de sa tortionnaire, elle devait être solidaire et n'avoir d'autre visite que la sienne. Ainsi, cette femme, en proie à une jalousie féroce et à la limite du sadisme, venait visiter sa prisonnière, la narguait et l'insultait copieusement. La prison, bien sûr, n'était pas très isolée, ni chauffée, et le froid de la nuit était succédé le jour par les vents ou l'humidité printanier ou la chaleur sèche estivale. On lui donnait comme nourriture juste de quoi ne pas mourir et pareil pour nous. De plus, Lucie était rongée par la terreur et les menaces incessantes de sa moqueuse tortionnaire qui la faisait souffrir tant physiquement que moralement. Soumise à un tel traitement, la belle jeune fille ne fut rapidement plus que l'ombre d'elle-même. Elle mourut dans les affres de la peur, de la faim et du désespoir, au bout de quelques mois. D'après la légende, cela arriva par une nuit d'automne, alors que la pleine lune jouait à cache-cache avec de lourds et noirs nuages courant dans le ciel. Ce soir-là, les habitants du village firent, assure-t-on, une merveilleuse apparition rayonnante, assise sur les créneaux de la tour mal coiffée. Ce fut la première apparition de la Dame Blanche de Vos, mais pas la dernière, car sa charmante silhouette fantôme continuait à hanter le château vers minuit, et plus particulièrement la salle des gardes de la tour de l'horloge. Et le chemin de ronde qui va de la tour de l'horloge à la prison de la tour mal coiffée. L'histoire se termine là, car personne n'a conclu la réaction du Seigneur à son retour de guerre, ni ce que fit la baronne du cadavre de Lucie. On pensa dans le village que la baronne jeta, en cette année 1560, le corps de la malheureuse dans les oubliettes de la tour. Au fil des ans, des rumeurs ont parlé de ce fantôme. Certains ont assuré avoir aperçu cette blanche silhouette qui rappelle que voici plus de 4 siècles se déroula en ces lieux plutôt sinistres que la tour prison mal coiffée. Un drame de la passion, de la jalousie et de la haine. Une jeune petite effrontée, opportuniste, avait chèrement payé sa croyance en l'amour miracle. Plusieurs familles illustres y ont résidé de 1700 à 1970. Chauvigny de Blot, le loup du Buisson et Cadier de Vos. Au milieu du XIXe siècle, Charles-Eugène Cadier, baron de Vos, fait effectuer d'importantes rénovations, prenant soin de préserver les parties historiques du château.
Ils ressortent l'aile du XIXe siècle dans le style Renaissance, entre la tour de l'horloge et l'aile du XVIe siècle. En 1973, le baron Eugène Cartier de Vos vend le château à Euphrame Tagouri de la Tour. Au château, Tagouri de la Tour était convaincu de la présence du fantôme de Lucie, une jeune femme décédée tragiquement dans le donjon au XVIe siècle. Le baron Tagouri s'est beaucoup investi pour faire connaître ce phénomène au cours des années 1980 et par conséquent était l'instigateur d'un certain nombre d'enquêtes paranormales qui se poursuit à ce jour en 2002. Le château change de main et devient la propriété de Madame la baronne Elisabeth A. Manser. En 2005, les siècles d'existence du château ont commencé à faire des ravages, entraînant la chute d'une partie de la tour du donjon. Par la suite, cela a entraîné la fermeture de l'accès du site au public. Mais en 2015, afin d'initier les travaux nécessaires à la sécurisation et à la rénovation du château, la toiture et la charpente nécessitaient également d'importantes rénovations. La baronne Elisabeth Anne Mincer créé le fonds de dotation Calligram. Le parc a été réouvert en 2017, bien que soumis à des règles strictes de la commission de sécurité. Les travaux de sécurité ont alors commencé avec le retrait de la cloche se trouvant en haut de la tour de l'horloge pour la protéger. Avec l'arrivée de son fils Jérémy Mincer en 2020, une nouvelle attention a été donnée au château. Ses loges et son parc, ainsi qu'aux diverses tâches administratives. Monsieur Mincer propose actuellement un nouveau projet visant à obtenir les financements publics et privés nécessaires pour que le château de Vos continue d'assurer sa place comme l'un des sites patrimoniaux le plus apprécié de France, accessible à tous. Les médias. Dans les années 1980, le château de Vos connut l'animation et la célébrité à cause ou grâce à Lucie. Le baron Tagouri de la Tour avait alerté les médias et ceux-ci, friands de telle histoire, débarquèrent à Vos. Tour à tour, virent Antenne 2, TF1, FR3 et une multitude de journalistes parisiens et de Provence. À cette période, s'efforçant de trouver de l'argent pour entretenir et assurer son statut, le baron organisait à la belle saison des visites du château et dans les locaux des expositions de peinture. Et le fantôme était au centre de la plupart des conversations, à tel point qu'à un moment donné, une fois par semaine, on allait sur le coup des 23h30 dans la tour mal coiffée à la recherche de l'apparition de Lucie. Un jour, un journaliste parisien, Jean-Yves Casga, animateur sur France Inter de l'émission Boulevard de l'étrange et collaborant aussi à l'émission d'Anne Hoang sur TF1, intitulée Contre-enquête, voulut en avoir le cœur net et tenter de démystifier l'histoire. Donc il arriva au château avec 2 équipes de reportage en août 1984. Dans la nuit du 8 au 9 août 1984, les techniciens placèrent 12 micros tout au long du parcours, suivi a priori par le fantôme. On y ajouta une caméra installée dans l'ancienne salle de garde, dans l'obscurité la plus complète. Chacun, à l'heure dite, se posta aux aguets, retenant son souffle. L'attente ne fut pas très longue. Peu avant minuit, les témoins firent apparaître un point lumineux sur un mur du chemin de ronde. Cette lueur s'est mise à disparaître et à apparaître, jamais au même endroit. Un peu plus loin, diminuant ou grandissant selon son déplacement, la lumière semblait sortir, jaillir de nulle part. Autrement dit, cette lumière n'avait pas de source, ni de rayonnement. Elle semblait sortir de nulle part, et ne rien éclairer autour d'elle. Au bout de 25 minutes, ce mystérieux phénomène s'est brusquement interrompu. Une lumière s'est éteinte définitivement. Les 2 caméras avaient fonctionné. Le film n'enregistra rien. Peut-être parce que le film n'était pas assez sensible à une aussi faible lumière. Quant aux appareils photo, seules 4 pellicules furent très vaguement impressionnées, ceux qui ont déjà... C'est déjà ça. Le développement et le tirage allaient cependant relever une légère silhouette.
Était-ce celle de Lucie? On ne peut que le supposer. Les journalistes et techniciens, impressionnés, affirment qu'ils détenaient l'une des premières preuves physiques qu'un phénomène fantomatique existait bien, que des milliers de témoignages de par le monde et depuis des siècles étaient enfin validés par un appareillage fiable. Témoignage du journaliste. À la base, je souhaitais dresser le portrait du baron. Cependant, à la faveur de la première soirée, tandis que je dînais avec mes collaborateurs, j'ai proposé d'annuler la chambre d'hôtel pour passer la nuit au château. À l'issue du repas, dès la fin de notre discussion, les ingénieurs du son procédèrent à l'installation de leur matériel. Ceux-ci disposent de ça et là toute une série de microphones afin d'enregistrer d'éventuels bruits étranges. Les ingénieurs sont accompagnés par 2 personnes qui vont jouer un rôle de choix au cours de la nuit. Il s'agit d'un médium prétendument capable de communiquer avec les défunts et de sa petite fille. Dans un silence de mort, les 12 coups de minuit retentissent dans la pénombre de la grande salle que l'on appelle la salle des pendus. Car c'est ici qu'en 1789, les révolutionnaires locaux ont pendu les propriétaires des lieux. Tout le monde est dans l'expectative. Tout d'un coup, une forme pâle apparaît près de la fenêtre. Sa taille est celle d'une chouette. Cette silhouette est tout d'abord visible par intermittence, puis plus longuement, durant un quart d'heure. La surprise est totale. Le seul bruit provient des techniciens qui chuchotent. Une journaliste présente sur les lieux perd son sang-froid et s'exclame « Mais c'est impossible !» Suite à cela, dans un silence de mort, la forme pâle se dirigea en direction du chemin des Rondes, puis disparaît. Les techniciens ont juste le temps de prendre quelques photographies. Après examen, une silhouette blanche et vaporeuse est visible sur l'une de ces photos. Exactement au même moment, un son perçant et séraigu semble provenir d'une autre pièce. L'ingénieur du son en charge d'effectuer la synchronisation des micros l'entend très clairement dans son casque, peu avant que le micro ne s'éteigne définitivement. Apeuré, il se joint alors à l'équipe, mais aucun d'entre eux n'a entendu ce bruit étrange. Mais évidemment, des sceptiques et des gens très conservateurs et effrayés par une telle possibilité firent selon leurs propres croyances, réussir à limiter et truquer un phénomène naturel ou non suffit à démonter le fait qu'il s'agit d'une invention, création humaine et non un phénomène physique inconnu ou surnaturel. C'est un raisonnement évidemment faux et stupide en soi, mais ça marche aussi pour les crédules qu'il faut rassurer. L'argument principal fut que la nuit du 8 au 9 août 1984 était aussi une nuit de presque pleine lune, la phase lunaire étant croissante au dernier quartier, et que c'était probablement un reflet lunaire à travers les meurtrières du chemin de ronde qui était la cause de cette lumière fantomatique. Pas une affirmation facile, sans vérifier la position lunaire, ni l'heure du lever de la lune, ni sa position éventuelle dans le ciel qui suffit bien souvent aux sceptiques et les éthésiciens de toutes poils qui se font d'ailleurs pour certains de l'argent avec ces affirmations faciles pour repousser un tel phénomène ou un autre et rassure les crédules et en retardant ainsi parfois l'étude sérieuse de certains phénomènes peu connus ou restants à découvrir, et ceci sans plus de matière scientifique que les parapsychologues qu'ils mettent en doute, car ils utilisent en fait les mêmes méthodes. Quant au baron, un homme peu impressionnable, si l'on en juge par sa vie tourmentée de mercenaire, il vivait avec sa charmante femme, Denise, de quelques 30 ans, sa cadette, dans la partie opposée à la tour. Ils étaient éloignés du chemin de ronde et de la tour, parcours habituel du fantôme. Ils avaient, selon ses dires, observé le phénomène au moins une centaine de fois. À chaque fois, il essayait d'entrer en communication avec l'être qu'on suppose se manifester ainsi. Il a reconnu qu'une seule dans le noir, dans ce château inhabité la nuit. Il eut des frayeurs et,
Parfois, n'en menez pas large. Il y a tellement de bruit, invraisemblable, la nuit, venant de tous côtés, dans cette très vieille demeure que l'on a à peine les identifier. J'ai, ajoutera-t-il, posé de loin des questions fort simples comme « Qui êtes-vous ? Que nous voulez-vous » Une seule fois, j'ai cru en 1972 entendre un long cri rauque, paraissant venir de nulle part, et qui m'a donné la chair de poule. J'ai pris mes jambes à mon cou. Jamais plus je n'ai tenté une semblable expérience. Et de nuit, je n'ai jamais plus remis les pieds sur le chemin de ronde. D'autres sont venus pour tenter de percer ce mystère, mais la curiosité s'estompa dans les années 1990, parce que le baron avait moins d'activité vu son grand âge. Ainsi, on parlera beaucoup moins du fantôme. Pour tous, c'était Lucie, même si les véritables historiens ne se hasardent pas sur son identité. Pour tous, c'est l'âme en peine de cette pauvre Lucie qui est supposée revenir hanter le château. Des gens du pays, comme V. Richard, un chroniqueur local, vous racontent cette légende et Lucie. Ils l'ont baptisée la Dame Blanche. Personne ne douta que ce fût son spectre que l'on pouvait supposer voir être sur cette pellicule. Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et j'étais pas seul, et on l'a photographié, on l'a enregistré, une manifestation de type lumineux. Le sujet, c'était, on avait eu pas mal de lettres des auditeurs qui disaient « Mais pourquoi vous faites jamais un sujet sur les légendes de hantises, de maisons hantées, tout ça ?» L'année dernière, j'ai vu une forme fantomatique qui se déplaçait entre les deux tours que vous voyez là. Et alors, l'apparition d'abord s'est présentée sur une forme assez nébuleuse. Et après, elle a pris consistance. Elle a d'ailleurs pu être perçue par plusieurs personnes qui étaient là présentes. Pour vous, c'est un fantôme? C'est ce qu'on appelle un fantôme. On va peut-être le mettre en marche et puis oui. Je crois que sans autre explication, on va écouter religieusement ce qu'il y a sous cette bande. Écoutons. Ça, c'est un fantôme? Non, alors il faut être très clair. Quand la manifestation lumineuse s'est déroulée, ça a duré 23 minutes. Vous entendez, ça continue. Ça a duré 23 minutes. C'était une sorte de petite boule lumineuse. Et 3 fois, et ça a été notre grande surprise, cette chose-là a semblé exploser. C'est-à-dire ça faisait 1,80 m, tout d'un coup, c'était énorme. Et la 3e fois où ça a explosé, pardon, ça s'est produit sous un micro. Et ce qu'on entend là, c'est ce qui s'est passé dans le micro en réalité. Mais quand on a fait analyser ce bruit, l'analyse, et c'est là que c'est intéressant et qu'on voit qu'il y a des phénomènes un petit peu bizarres, c'est que pour produire ce son-là, qui correspond à la décharge d'un condensateur, il aurait fallu tremper le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui évidemment n'était pas le cas. Et dans ces conditions, la pastille qui est dans le micro aurait fondu au bout de 3 secondes, or il y a 20 secondes de son. Le problème en est là. Donc en fait il y a eu un phénomène surnaturel, ça on est d'accord? Non expliqué. Surnaturel, non, surnaturel c'est prendre une position que je ne veux pas prendre. Pour moi, il n'y a pas de paranormal, il n'y a que du normal, pas encore expliqué. Que dit l'histoire au sujet de ce fantôme? Le baron Amable de Blich racontait dans une lettre écrite au XVIIe siècle avoir vu et entendu sangloter une silhouette lumineuse féminine. Le curé de la paroisse avait noté au XIXe siècle qu'un valet d'écurie nommé Denis Vincent avait vu sa torche éteinte. Et il avait, dans le même temps, senti une force inconnue la flanquer contre un mur, avant d'observer le passage d'une silhouette lumineuse de femme
En 1963, un psychiatre venu de Francfort était accompagné de son chien dans la nuit sur le chemin de ronde, peut-être pour se donner du courage. Il avait pour nom Dr Rudolf Schmiss. Son chien se mit à hurler à la mort. Et sur le mur, il décerna une forme lumineuse. Il actionna un appareil photo. Il n'y eut rien sur la pellicule, pourtant ultra sensible. En 1967, un radiesthésiste écossais de Glasgow, nommé John McCain, contait qu'il avait observé un étrange phénomène entre minuit et 1h du matin. Il avait apporté avec lui des souris hypersensibles. Soudain, elles manifestaient un affolement incompréhensible. Plus tard, un habitant du Chili, attiré par les TV et les comptes rendus des journaux, débarque à Vos. Il prétendit avoir entendu des bruits qu'il qualifia de toutes sortes de gémissements. Un spécialiste des phénomènes électromagnétiques vint depuis Los Angeles. C'était en décembre 1971. Sur ses appareils, il enregistra, assure-t-il, le passage d'ondes non identifiées. Ephraim Tagouri de la Tour, qui se donnera lui-même le titre de baron de Vos, acheta le domaine en 1970, s'y installa, mais n'avait pas la fortune nécessaire pour entretenir les bâtiments et en emménager l'intérieur. Tagouri de la Tour, né à Jérusalem, en Palestine, fit des études d'ingénieur et acquit un diplôme d'ingénierie de l'armement. Par la suite, il devient plutôt mercenaire aventurier, car on le retrouvera général chez les Russes, participant à la bataille de Stalingrad, puis officier dans l'armée anglaise. Juif, il participa aux côtés de Mos Dayan à la guerre des 6 jours. Comment se retrouvera-t-il à Vos et réussira-t-il à acheter un château à l'ancienne famille bourbonnaise? C'est resté un mystère. Pour les habitants de cette petite bourgade, c'était un personnage hors du commun. Surtout qu'avec son franc-parler, il en rajoutait. Épilogue. Le baron est mort en 1998. Son épouse et leur fille demeurent à Versailles. Le baron s'y était ruiné, vendant tout son troupeau de bovins pour remettre en état la tour et les toitures. Madame Elizabeth Mincer, propriétaire britannique actuelle, l'a acquis en 2002. Elle affirme n'avoir jamais vu le fantôme et que plusieurs de ses invités l'ont effectivement aperçu, selon leur dire. Voilà comment s'achève cette HVP. J'espère que cette HVP vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et si ce n'est pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et surtout, de marquer en commentaire Lucie si vous avez vu cette HVP en entier. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Tchuss.